Si je vous dis Nassourdine Imavov, Benoît Saint-Denis, Delphine Benwesh, quel est leur point commun? Ils sont tous entraînés par un homme de l'ombre, Nicolas Hotz. Meilleur coach de 2024, pressenti déjà pour l'année 2025. C'est lui, pour vous, qu'on est allé rencontrer au Venom Training Camp. Bonne vidéo. Nicolas, bonjour. Salut. Écoute, c'est un immense plaisir d'être ici avec toi. Tu nous as accueillis ici alors qu'on n'a même pas encore de visibilité. C'est super sympa. Merci pour la démarche. Avec grand plaisir. Je me permets, je vais résumer un petit peu juste le début de ton parcours. Tu vas du coup faire des études et ta première, je pense, grande étape, c'est de partir aux États-Unis. À ce moment-là, qu'est-ce qui est le plus marquant pour toi? Déjà, moi, au moment de partir aux États-Unis, en fait, je suis à la fac. Et moi, j'ai grandi aux Ulysses. Et donc, j'étais à l'école primaire aux Ulysses, maternelle aux Ulysses, primaire. J'étais au collège, j'étais au lycée. Et ensuite, je suis parti à la fac, qui est une fac qui est juste à côté, qui est la fac d'Orsay. En fait, j'ai l'impression d'avoir grandi dans un environnement unique. Du sud du 91, les Ulysses, Orsay, tout est à côté. Et je me dis, en fait, qu'est-ce que je vaux et comment je peux me transformer si je suis ailleurs, si je suis loin et si je suis seul. Et donc j'ai cette volonté d'apprendre l'anglais, j'ai cette volonté de découvrir ce pays où tout semble possible, où il y a une confiance, où il y a on a l'impression qu'on croit en toi. Donc j'ai envie de découvrir ça, j'ai envie de découvrir le sport aux États-Unis parce que c'est en avance. Et puis j'ai envie de valoriser mes études. Et donc je trouve après pas mal de recherches, je trouve cette option qui s'appelle le programme MICEFA, qui permet de faire un échange comme Erasmus en Europe, mais aux États-Unis. Et donc j'arrive à partir dans cette fac là-bas. Et quand je me retrouve là-bas, le premier truc le plus marquant, bon déjà c'est somptueux. C'est UT, la fac dans laquelle j'étais, c'est 50 000 étudiants, c'est 25 000 employés. Donc c'est le plus gros employeur d'Austin, qui est la capitale du Texas. C'est une ville en soi, presque, une ville dans la ville. C'est des bâtiments qui ont été designés par des gens qui ont fait l'école des Beaux-Arts à Paris. Donc ça ressemble à des beaux bâtiments parisiens avec des parcs, avec des stades de foot, avec des infrastructures sportives qui sont énormes. Il y a un stade de 110 000 places dans l'université, mais des infrastructures qui sont aussi très très belles, anciennes, belles, des belles bibliothèques, des beaux endroits. Et en fait, tout est fait. C'est un endroit de quiétude, très calme, où tu peux travailler. En fait, les bâtiments sont ouverts et tu peux te rendre dans les bâtiments pour travailler quand tu veux. Donc il y a ce côté, tu peux lire, tu peux travailler, tout est fait pour que tu puisses t'éduquer et progresser. Et en même temps, il y a cet aspect sport, parce qu'il y a des salles de sport partout. Il y a du sport de très très haut niveau qui galvanise la totalité du pays, parce que c'est le football américain universitaire. C'est le 3e sport le plus regardé aux États-Unis. Donc le premier, c'est la NFL, le football américain professionnel. Le 2e, c'est le baseball. Et en 3e, c'est le football américain universitaire. Et ensuite seulement vient la NBA. Donc c'est énormément regardé, donc tout le pays suit. Les gars, ce sont des stars. Et donc voilà, tu as ce mélange de développement personnel où tu peux étudier, tu peux faire de la musculation pour devenir plus fort, donc tu peux devenir plus intelligent, tu peux devenir plus fort. Tu peux te confronter, parce qu'il y a une vraie culture du débat, donc tu peux confronter ton avis avec plein d'autres avis, et tu es entouré de professeurs qui sont des experts, qui sont des entités dans leur domaine. Et donc c'est un cadre qui est super enrichissant. Et en plus de tout ça, moi j'habite à 2 pas de l'université, j'habite à 50 mètres. Donc en fait, je sors de ce cadre très parisien où il faut toujours faire de la route, prendre le bus, prendre les transports, machin. Là en fait, tu te lèves, il fait beau toute l'année. Tu te lèves, tu t'habilles simplement, tu marches, tu es à l'université, tu étudies, tu fais du sport, tu rentres. Et donc je découvre un cadre dans lequel, quand tu passes devant la tour de l'université, donc en fait, la ville a été construite autour de l'université. Et donc, il y a une grande tour qui fait plus de 100 mètres de haut, qui est au milieu de l'université, et elle est en face du Capitole. Le Capitole, c'est l'endroit où sont votées les lois dans le Texas. Et donc c'est un bâtiment qui ressemble à la Maison Blanche. Et donc la ville est conçue de façon à ce que cette tour, qui est le pilier de l'université, elle soit directement alignée avec le Capitole. Tout est dans la même lignée. Et quand tu passes devant cette tour, il y a marqué en gros ce qui commence ici va changer le monde. Et donc c'est
au quotidien, quand tu marches et que tu passes devant, ce que tu lis, c'est ce qui commence ici va changer le monde. Et 2 semaines avant que j'arrive, il y a Obama, qui est le président de l'époque, qui se rend à l'université et qui donne un discours. Et donc, tu as tous ces trucs qui font que tu as envie d'y croire en fait. Quand tu arrives là-bas, tu as envie d'y croire, tu as envie de croire que c'est possible, tu as envie de croire que tu peux aller loin et que tu peux accomplir des grandes choses dans ta vie. On va revenir en France, du coup, après ces études aux États-Unis, tu reviens en France. Tu pars du coup au MMA Factory? Ouais, quand je reviens en France, donc je reviens en France fin 2011, je commence à travailler début 2012. Au début, je me consacre, je travaille comme tout le monde, quoi. Je trouve un travail dans une salle de sport. Et puis, je suis coach dans cette salle de sport. Et puis, en même temps, j'essaye de m'entraîner, mais les horaires font que c'est pas facile. Et puis, au bout d'un an et demi, je me dis que je vais passer le cap et puis je vais travailler à mon compte. Ce qui va me permettre de mieux m'entraîner, ce qui va me permettre aussi de développer le personal training. Donc, c'est ce que je commence à faire. Je m'entraîne beaucoup, je fais vice-champion de France de grappling. À l'époque, j'ai cet objectif d'être compétitif. Et puis, je me dirige vers le MMA Factory pour préparer les championnats du monde amateurs de MMA. Tu pars là-bas et tu finis? Je finis 3e au championnat du monde amateur à Las Vegas. Ouais. Mais en parallèle de ça, moi, j'avais cette volonté de continuer à me former. Donc, je m'étais formé en préparation physique au travers de mes études. Et là, je voulais me former sur des diplômes d'entraîneur. Donc, quand je rentre en France, je passe les diplômes d'entraîneur qui sont les BMF, les brevets fédéraux et les BP, brevets professionnels, en sport de contact et en lutte, activité grappling, avec cette idée de réunir 2 diplômes pour en faire un diplôme MMA. Est-ce que quand tu pars dans ces championnats même amateurs, tu as la vision quand même d'un jour devenir coach, ou tu te dis, bon, on verra où l'aventure me mène? En fait, je suis déjà coach à l'époque. D'accord. Moi, j'enseigne déjà. J'ai toujours... En fait, le métier de coach, il est venu à moi naturellement par cette volonté de comprendre les choses et de transmettre ce que j'avais compris. Il faut comprendre que moi, j'ai toujours pratiqué du sport, j'ai toujours pratiqué en compétition. J'ai eu des résultats qui étaient honorables, mais j'ai jamais été le plus doué. Et donc, j'ai toujours eu cette réflexion de comment je peux optimiser l'apprentissage, la pratique et l'exécution de tout ça pour mieux performer. Donc, c'est comme ça qu'au début, je me suis intéressé à la préparation physique. C'est comme ça que par la suite, je me suis intéressé à la nutrition. Et c'est comme ça qu'ensuite, je me suis dit, mais en fait, le levier le plus important, c'est le levier de l'entraîneur. Donc le levier holistique de l'entraîneur avec le grand E, ce qu'on appelle aujourd'hui le head coach, qui a un levier sur tous les facteurs de performance et peut dire, OK, c'est celui-là le plus important, celui-là sur lequel on va mettre l'accent et qui va permettre vraiment d'améliorer la pratique, quoi. Tu rentres au MMA Factory, tu rentres aussi dans le grand bain en même temps. Je pense que quand tu rentres au MMA Factory, le MMA est même pas légal en France. Non, pas du tout. Comment ça se passe? J'arrive au MMA Factory en tant que pratiquant. Okay. Donc je pratique, je suis accepté dans le groupe pro. Fernand me recommande de participer au championnat du monde de MMA amateur. Il me dit, je pense que vraiment tu peux faire un bon résultat. Il y a des sélections, je m'inscris, je gagne les sélections. Et donc là, je commence à me mettre plus sérieusement à MMA. Je suis encore en parallèle en train de faire du grappling, mais je m'y mets un peu plus sérieusement. Je m'entraîne avec le recul, avec une préparation qui était mauvaise en vrai. Quand je comprends aujourd'hui ce que j'aurais pu faire, j'aurais pu faire 1000 fois mieux. Mais bref, je m'entraîne et puis je finis 3e au championnat du monde. Et en parallèle, moi, je passe mon diplôme de coach. Et l'un des formateurs de ce diplôme, c'est Fernand Lopez. Et quand il voit mon approche pédagogique, il kiffe. Et donc il me dit, j'aimerais bien que tu donnes le cours amateur, que tu remplaces à l'époque Johnny Frachet, qui avait quitté le MMA Factory. Je remplace Johnny Frachet sur son cours amateur. Ok. Donc je remplace Johnny, qui est un super coach. Donc pour moi, c'est une vraie responsabilité de le remplacer. Donc je remplace Johnny là-dessus. Et puis comme ça se passe très bien, il me demande, juste après les championnats du monde, il me demande si je peux travailler sur la préparation physique au sein du MMA Factory. Ce que j'accepte volontiers. En parallèle, le Krebs de France m'appelle pour que je fasse la préparation physique chez eux. J'accepte en même temps. Et dès septembre, lui, il est beaucoup absent parce qu'à l'époque, on a un tatami avec des combattants qui combattent tout le temps à l'étranger, etc., etc.
Et donc il me dit, quand je suis absent, est-ce que tu peux me remplacer? Et donc quand il est absent, soit je le remplace, soit tonton Mpumbu, le vainqueur du tournoi du Bellator, le remplace. Et donc je commence à coacher les pros à MMA Factory en 2015. Tu commences à coacher et aussi à être cornerman. Le premier combat que tu fais, c'est avec Yuri. Exactement. Si je m'abuse. Ouais. Petite anecdote en fait. Premier combat professionnel de MMA. J'ai déjà accompagné plein de gens, plein de gens, quelques personnes, mais sur des niveaux faibles. Et là, le premier cornerman sur un vrai combat professionnel qui se déroule à Malmö, le premier combat professionnel de Yuri. Ok. Tu peux brièvement me raconter comment c'était au niveau de la pression? Comment toi, tu as géré aussi cette pression? Forcément, il y a une pression, une grande responsabilité. Je ne suis pas sûr d'être à la hauteur déjà de coacher sur le tatami du MMA Factory, qui est un tatami incroyable à l'époque. C'est Francis Ngannou, c'est Michael Debout, Taylor Lapillus, Damien Lapillus, Carla Moussou, Thierry Soukoudjou. Enfin, c'est un tatami de fou. Et donc, moi, on me donne cette responsabilité. Je prends cette responsabilité parce que j'ai cette soif d'apprendre. Et puis, je comprends qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc, j'apprends. Et puis ensuite, effectivement, Yuri Bedjenari, je l'accompagne. Je suis guidé par Fernand sur comment faire un game plan, comment exécuter le game plan, comment travailler au pas d'ours, comment préparer le combat, comment faire les bandages, toutes les étapes, en fait, le cutting, etc., etc. Et puis, c'est le premier. Et puis, très rapidement, ensuite, on va au Cage Warrior. Avec Teddy Violet, on va affronter Paddy Pimblett, qui est aujourd'hui la star qu'il est devenu. Avec Valérie Domergue, on va affronter Molly McCann, qui a aussi fait une grosse carrière à l'UFC par la suite. Et puis voilà, quoi, ça s'enchaîne. Le coin de Taylor à l'UFC en 2016, le coin de Damien, le coin de plein de combattants pendant ces années-là. Quand tu vois ces combattants arriver, je parle personnellement, il y a quelque chose où j'ai du mal encore à bien rentrer dedans, c'est le moment le moment où je suis dans le vestiaire et le moment où je combats. Okay. C'est un vide total. Comment, toi, tu as vu différents profils, tu as vu différents grands athlètes. Ouais. Comment ils se préparent à ce moment-là? Non, en fait, tu peux pas... Tu peux pas stigmatiser ça, tu peux pas normaliser ça. Chacun à sa façon. Georges Saint-Pierre était très stressé, Mike Tyson était très stressé, Nassourdine est très détendu. Donc, toi, t'es coach. Ce que tu veux apporter, c'est une forme de sérénité. En tout cas, moi, c'est ce que j'apporte. Je suis pas un coach. Après, ça dépend de la personne. J'essaie de m'adapter à la personne. Tu peux avoir un stress qui te calme trop. Tu peux avoir un stress qui t'excite trop. Je suis pas trop un coach des discours comme on voit à la télé. Je te dis, ouais, c'est le moment de ta vie, c'est maintenant qu'il faut faire ça, machin, bidule. Je suis plutôt un coach de... en fait, on l'a vécu 1000 fois à l'entraînement. On va rentrer, je reste calme, quoi, il n'y a rien, quoi. On va faire ce qu'on fait d'habitude. Donc, il n'y a pas de raison de créer un stress qui est plus important que celui d'habitude. Si toi, tu as besoin de cette ambiance, je te laisse te mettre dans l'ambiance. Mais moi, je suis pas excité au début du combat. Je suis là. Ok. Tu rencontres du coup Nassourdine Imavov au MMA Factory. Ouais. Puis aujourd'hui, tu le retrouves. Quelle différence notoire t'a marqué, que ce soit mentalement ou alors dans la pratique? Quelle différence tu as pu constater dans ces années-là? Par rapport aux autres? Oui. La vitesse. D'accord. C'est marrant. Nas, il a une vitesse qui est incroyable. La vitesse, la détermination. Nas, il veut gagner tout le temps. C'est un mec qui veut gagner, c'est un mec de la compétition. Ouais. Ok. Quand il y a un gros combat qui se prépare, l'objectif, il est plus d'imposer le jeu ou alors de s'adapter et de déjouer Tu dois toujours imposer ton jeu. Tu peux gagner qu'avec tes armes. Ok. Tu peux pas, c'est une erreur que beaucoup de gens font. Tu peux pas, en fait, quand tu es à haut niveau, on va te donner un exemple, tu es un lutteur. Tu es arrivé à haut niveau parce que tu as imposé ta lutte. Tu arrives à haut niveau, tu tombes sur un striker. Lui, il est arrivé à haut niveau parce qu'il a imposé sa défense de lutte et il a imposé son striking. Quand bien même tu te prépares 2 ou 3 mois, tu vas pas pouvoir imposer ton striking contre un mec qui est arrivé au même niveau que toi, mais en étant plus fort en striking que les autres. Toi, tu es arrivé à ce niveau-là en étant plus fort en lutte que les autres. Donc tu dois imposer ta lutte. Et c'est là où je dis que ton point fort, il faut qu'il devienne plus fort que le reste de la planète sur ce point fort. Si tu veux être le numéro 1 mondial, il faut que sur ton point fort, il n'y ait personne, absolument personne qui te batte.
Ok. Et après, attention, quand je dis la lutte, ça ne veut rien dire. Ça, c'est un terme très réducteur, très grossier. En vrai, ça pourrait être le single leg en rotation. Ça pourrait être le body lock. Ça pourrait être... tu vois, la lutte, c'est très large, c'est très vague. Mais par contre, tu dois avoir une attaque que tu es capable de placer contre n'importe qui. Pas de souci. Est-ce que tu peux me décrire un petit peu ton esprit martial, comment tu le ressens? Le dieu de Mars, c'est le dieu de la guerre. Donc martial, dans art martial, c'est l'art de faire la guerre. Je pense que moi, je suis quelqu'un qui vise la paix, mais la seule façon d'avoir une vraie paix, c'est d'être préparé à la guerre. C'est-à-dire que si tu es fort, physiquement, mentalement, et ben dans ce cas-là, tu peux aller vers la paix parce que tu as le choix. C'est un choix que tu as fait. Si tu n'es pas fort, physiquement, mentalement, tu n'as pas le choix. Tu ne peux faire que la paix. Tu n'es pas préparé à l'opposition. Je pense que de manière générale, dans la vie, il faut être prêt. Le développement personnel, c'est-à-dire la construction d'un corps qui est solide, la construction d'un esprit qui est solide, parce que les deux vont de pair. C'est des choses qui sont très importantes et qui sont parfois négligées aujourd'hui, parce qu'on vit dans une société où on a euphémisé la violence, et donc on pense que on est protégé de base, comme ça, on n'a pas besoin de se protéger, la société nous protège. Et je pense qu'en réalité, il faut se protéger intellectuellement et physiquement, il faut se développer, il faut être fort. Et une fois que tu es fort, effectivement, tu peux vivre dans un monde dans lequel tu te sens bien, tu te sens apaisé, pas parce qu'il n'y a pas de danger, mais parce que tu te sens prêt à affronter les dangers qu'il y a. Et là où on a un message sur les jeunes générations, souvent on leur dit de ne pas trop souffrir, Non, je pense qu'il faut souffrir. Il faut aller chercher la souffrance, il faut aller chercher l'effort, il faut aller chercher le travail. Pour moi, c'est une des valeurs les plus importantes, c'est la valeur du travail. Et le travail, il t'apporte beaucoup de choses qui sont bénéfiques pour ton corps et pour ton esprit. Je me permets de couper l'interview. Il faut juste savoir, j'ai oublié d'en parler dans l'interview, mais que Nicolas Hott a sa formation Devenir plus fort. Voilà, si vous voulez un entraînement des meilleurs, Nassourdine, Benoît Saint-Denis, ils vont combattre le 5 septembre. Si vous voulez un entraînement comme eux, ça se passe dans la description. Nicolas Hott a fait ça pour vous. Tout se trouve dans la description. Encore merci à lui. Des bisous. Bonne interview. J'ai une question. Aujourd'hui, il y a beaucoup de champions, et je prends par exemple John Jones. John Jones, c'était un champion universitaire. Du coup, il a baigné dedans, puis après, il a fait une transition à MMA. Aujourd'hui, on est dans une époque dans laquelle le MMA peut être implanté dès le plus jeune âge. Est-ce que tu conseilles justement d'être expert sur quelque chose et après se diversifier sur le MMA, ou dès le début aller droit vers le MMA? Aujourd'hui, les pratiquants qu'on a qui commencent par le MMA, ils ont un niveau qui est incroyable. Moi, j'ai un jeune là qui s'appelle Quentin, ça fait 2 ans et demi qu'il pratique. Il strike super bien, il lutte bien, il a un bon sol. Ça fait que 2 ans qu'il fait. Parce qu'il a commencé par le MMA. Et aujourd'hui, ceux qui commencent par le MMA, ils ont un niveau qui est stratosphérique. Mais j'ai presque une démarche qui est à l'inverse de celle qu'on recommandait avant. C'est-à-dire que je recommanderais de commencer par le MMA et ensuite d'aller chercher les spécialistes pour perfectionner les armes du MMA. Ok, c'est à peu près ce que tu fais aussi avec le Mamoudi Gym? C'est exactement ce que je fais avec le Mamoudi. Cool. Et tu es en relation quand même avec des strikers de légende. Ouais. Certains ont fait leur transition, je pense par exemple au frère Bouganem. Ouais. Mais d'autres personnes que tu as pu côtoyer restent du coup dans ce milieu de kickboxing. Alexis Nicolas, pour moi c'est un plaisir à chaque fois que je le vois combattre. Malheureusement il a perdu pour le titre, mais c'est qu'une question de temps. Qu'est-ce que toi, en tant que coach de MMA, tu peux quand même apporter à ces personnes-là qui sont en fait d'une autre discipline? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi j'ai été dans le coin par exemple d'Alexis Nicolas pour le coacher pour tous ses premiers combats de kickboxing. Et Alexis participait à mes cours le matin. 3 cours le matin qu'il faisait avec moi et puis 2 cours de préparation physique qu'on faisait ensemble. Donc, mardi, jeudi, on faisait préparation physique. Lundi, mercredi, vendredi, on faisait des cours de striking / MMA. Et sur l'exécution technique d'un mouvement, l'exécution technique d'un direct, d'un crochet, d'un middle, etc., je ne vais pas avoir la connaissance nécessaire
pour développer la technique d'un grand champion comme Alexis. Par contre, sur l'agencement stratégique, la distance, le volume, l'incertitude, les feintes, le rythme, le changement de rythme, etc., c'est des choses qu'on retrouve énormément dans la MMA et que moi je peux apporter parce que j'ai cette vision stratégique du combat. Et donc sur tout ce qui est prendre un angle, pas prendre un angle, sortir d'une façon, mettre en place des situations qui te permettent de progresser, je pense que j'ai beaucoup de choses à apporter et j'ai eu cette chance incroyable et d'évoluer autour de, pour moi, des meilleurs strikers de la planète, que ce soit Nassourdine Imavov, Francis Ngannou, Cyril Gane, Elias Mahmoudi, Alexis Barboza, les frères Bouganem. Je pense vraiment que j'ai travaillé avec les meilleurs strikers de la planète, mais aussi, sans compter qu'en plus j'ai travaillé avec des très bons strikers dans d'autres disciplines comme le karaté, Kenji Grillon, que j'ai accompagné en karaté combat, qui a tout gagné en karaté. Donc j'ai eu la chance, mais j'ai aussi eu la chance d'être autour d'entraîneurs qui font partie des meilleurs au monde dans leur domaine. C'est-à-dire que j'ai appris pendant des années avec Fernand Lopez. Ensuite, j'ai énormément appris auprès des Mahmoudi. J'apprends constamment auprès de Maxime François. Et donc, je prends tout ce savoir, j'absorbe ce savoir de Maxime François, des frères Mahmoudi, des champions que je côtoie, parce que je regarde ce qu'ils font, je regarde ce que Alexis fait, je regarde ce que Elias fait, je regarde ce que Nassour fait, je regarde ce que les frères Bouganem font, j'apprends d'eux, je regarde les vidéos, je regarde, etc. Et si tu as une mentalité où tu es là pour apprendre, des opportunités d'apprentissage, il y en a beaucoup. Mais il faut laisser son esprit ouvert à l'apprentissage. Aujourd'hui, j'apprends beaucoup de Luis Mariano. D'accord. Sur la boxe anglaise. Okay. Luis Mariano, c'est la légende de la boxe anglaise qui travaille avec Benoît. C'est une chance pour moi que Luis travaille avec Benoît parce que ça me permet de passer du temps avec Luis et donc d'apprendre de Luis. Et ça, j'adore. Ok. Et des choses que, par exemple, tu pourrais voir en boxe anglaise, pure boxe anglaise, tu pourrais les réadapter un petit peu plus au MMA ? Bien sûr. Ok. Plein de choses. Et d'ailleurs, un de mes axes de progression sur lesquels je souhaite me perfectionner dans les années à venir, c'est dans ma compréhension de la boxe anglaise. Je veux passer du temps avec des coachs de boxe anglaise pour mieux comprendre la boxe anglaise. Ouais. Ok. Et pour toi, du coup, le striking, si je prends par exemple le kickboxing, est clairement différent d'un striking MMA kickboxing ? En fait, il y a tous les striking. Tu sais, il y a des kickboxers qui kickboxent sur place, il y en a qui se déplacent comme Alexis, parce qu'il vient de la savate. Il y a des mecs du Muay Thai qui se déplacent, il y en a qui restent sur place. Donc en fait, c'est pas le style en soi, c'est plutôt l'humain qui est derrière le style. Et après, dans les humains, il y a on a un spectre où on se déplace énormément, tu vois, type karaté, énormément de déplacements avec les jambes qui sont assez de profil. Puis on a un spectre qui se déplace quasiment pas, très sur place. Donc si en MMA, on pourrait penser Venom Page, énormément de déplacements, ou Strickland, je suis sur place, mais je peux bloquer en permanence. Et donc, c'est pas un est mieux que l'autre, c'est lequel convient le mieux, à quel style, dans quel contexte, etc., etc. Et nous, par exemple, sur le combat avec Adesanya, j'ai demandé à Nassourdine de faire quelque chose qu'il ne fait jamais. Tiens, je lui ai demandé d'être les jambes en face pour être capable de lever, de bloquer. Il y a un truc qui m'a particulièrement titillé, c'est le fait que tes diètes sont faciles. C'est les premières fois que j'entends, enfin pas que j'entends, mais que je vois des personnes dire « ouais, c'est des diètes qui sont faciles ». Comment une diète est facile ? Il faut comprendre qu'il y a peu de gens qui ont l'expérience du weight cutting. Il y a beaucoup de gens qui prétendent avoir l'expérience, mais peu qui ont l'expérience. C'est quoi l'expérience du weight cutting ? C'est tu l'as fait toi-même. Donc il y a plein de choses que tu découvres quand tu le fais toi-même. Que ce soit dans la phase de régime, que ce soit dans la phase de cutting, que ce soit dans la phase de transpiration, que ce soit dans la phase de recharge. Très peu de gens qui sont passés par là. Ensuite, une fois que tu l'as fait toi-même, tu l'as fait faire. Mais la plupart des gens, ils l'ont fait faire. La plupart des nutritionnistes qui coachent sur du weight cutting, c'est pas eux qui font les weight cuts parce que les weight cuts ils se font à l'étranger. Les coachs ils sont avec les athlètes, c'est pas les nutritionnistes, donc eux ils font pas. La réalité c'est que souvent c'est l'entraîneur qui fait. Et moi la chance que j'ai eue c'est j'étais au MMA Factory donc il y avait des pesées tout le temps, donc il y avait des cuts qui étaient tout le temps. Et deux, comme j'étais souvent entraîneur, j'étais souvent là. Et donc quand tu cumules ça, tu peux régler au fur et à mesure des années plein de petits détails qui font que tu facilites le process. Nassourdine, c'est un des athlètes qui cut le moins, mais pourtant il est classé numéro 1. Comment t'expliques cette anomalie ? En fait, Nassourdine, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a une capacité à être explosif qui est hors du commun. Donc il fait partie des athlètes les plus puissants de sa catégorie. Quand on a été faire les tests à Kill Cliff, qui l'ont mesuré,
il était le deuxième le plus puissant qu'ils aient mesuré de toute l'histoire des tests qu'ils avaient fait là-bas. Et le premier plus puissant, c'était Vitor Belfort. Vitor Belfort, bien chargé. Ouais. Donc Nassourdine, il a cette qualité musculaire, de contraction musculaire qui est incroyable. Et donc, il peut être léger, parce que son atout, c'est la vitesse, et il aura quand même la force. Et donc, il n'a pas besoin de cutter beaucoup, parce que l'idée de cutter, c'est d'avoir plus de force. Il y a une photo à Kill Cliff justement à côté de, je crois, Shavkat Rakhmonov. En fait, c'est presque la même. Ouais, bien sûr. C'est impressionnant. Ouais. Du coup, vous êtes parti à Kill Cliff, gym légendaire. Est-ce que tu conseilles de voyager un petit peu pour aller voir comment ça se passe? Moi, je pense qu'en France, on a les meilleurs entraînements du monde. C'est beau, c'est beau. Mais je conseille de voyager pour voir ce qui se fait à l'étranger, s'imprégner de tout ça et revenir, être content de revenir en France. C'est un peu, tu vois, il faut aller à l'étranger et parfois aller à l'étranger, ça te permet d'apprécier là où t'es. Mais il faut y aller parce que si tu n'y as pas été, tu as le doute, tu sais pas si c'est bien là-bas ou pas. Et ça se trouve, pour certaines personnes, ils sont mieux à l'étranger. Historiquement parlant, tous les Français qui ont performé au plus haut niveau, Manon Fiorot, Benoît Saint-Denis, Cyril Gane, Nassourdine Imavov, ils s'entraînent tous ici, tous en France. Écoute, on arrive sur la fin. Est-ce que tu aurais un dernier mot? Non, merci beaucoup à vous déjà pour le déplacement, pour le temps, pour la production. Et puis à tous ceux qui nous regardent pour le soutien parce que ça fait plaisir. Donc merci beaucoup. Merci. C'est beau. Merci beaucoup. Ah, ça me fait plaisir. Merci. Ça t'a plu? Cool, très cool. Ravi. Merci encore à Nicolas Haute pour l'accueil qu'il nous a réservé, pour le temps qu'il nous a donné. J'espère que l'interview vous a plu. Très prochainement, je suis allé au Brésil et je vous ai ramené quelques images du gym Shoot Box, là où Charles Oliveira s'entraîne, et j'ai pu rencontrer le coach de Charles Oliveira. Vous connaissez la chanson, abonnez-vous, partagez, likez, et je vous dis à très vite. This is what it is, okay? I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. The water can flow or it can crash. Be water, my friend.